Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un procédé critique, même si je suis un peu fatigué et malade, je vais quand même vous parler de cinéma allemand. Hein, tiens, sorti en 1974 de ce film, ou 75 en France, intitulé L'énigme de Kaspar Hauser, ou en version originale, alors désolé d'avance de la prononciation, Jeder für sich und Gott gegen alle, qui veut clairement dire d'ailleurs chacun pour soi et Dieu contre tous. Qui est réalisé donc cette œuvre par Monsieur Werner Herzog, dont j'avais vu jusqu'ici, je crois que 3 longs métrages de fiction, Fitzcarraldo, Aguirre et Nosferatu, hein, des très bons voire excellents films. J'ai aussi vu son documentaire avec Klaus Kinski, qui était particulier. Mais là, il n'y a pas Klaus Kinski dans le rôle principal, contrairement aux 3 films que j'ai cités. Non, ici, Kaspar Hauser, alors je reviendrai sur qui est historiquement ce personnage, est interprété par Bruno Schleifstein, qui était totalement amateur à l'époque. Un être aussi particulier dans ce qu'il a pu vivre plus jeune, abandonné, passé par un orphelinat, même, je crois qu'il a été interné. Et là, on va dire qu'il porte sur ses épaules une interprétation assez difficile peut-être à mettre en place, donc de ce Kaspar Hauser qui à la base donc est une sorte, alors pas d'enfant sauvage, mais on y pense. On pense aussi au film de Truffaut. Mais un adolescent qui a été retrouvé un peu par hasard, comme ça, un peu mutique, à Nuremberg, après avoir été élevé en captivité dans une cave, hein, visiblement, et qui va découvrir le monde et les hommes autour de lui. Sauf que Bruno S, puisque c'est aussi comme ça qu'il est surnommé, pour ce rôle, avait déjà 40 ans passé. Ça donne un cachet particulier, et c'est exactement ça aussi le cinéma de Werner Herzog. On est à la fois dans une caution quasi documentaire sur certains points, mais on est aussi dans un monde de fiction fantasmé, peut-être sublimé aussi, notamment par cette mise en scène, la photographie, un peu satiné par moments, selon les points de vue qu'on peut avoir. Et donc Kaspar Hauser, hein, ce garçon, jeune homme retrouvé là, a vraiment vécu, rencontré des gens et est mort. Bon, ben c'est exactement ce qu'on va voir là pendant, je sais pas, quelques mois, quelques années, parce qu'à un moment on apprend que ça fait 2 ans qu'il a été recueilli, bon, 2-3 ans, peut-être, peu importe, hein, la durée. Le temps d'ailleurs est assez impalpable dans ce film. Kaspar Hauser qui va apprendre des choses à parler et tout, et aussi son rapport à l'art et à la réflexion. Il raconte des histoires aussi. Et le film s'ouvre littéralement sur sa captivité dans une cave, avant d'être libéré dans la nature par cet homme. On ne sait pas qui c'est. D'ailleurs, l'énigme de Kaspar Hauser, finalement, le titre français n'est pas si mal que ça en soi, ne sera peut-être jamais vraiment résolu, y compris historiquement parlant. D'où venait-il? Était-il un fils de noble abandonné, peut-être illégitime, tout ça? Bon, bah, bref, en tout cas, force est de constater ici que nous allons suivre, j'allais dire son ascension sociale, oui et non, mais il va passer du gars mutique jugé un peu mentalement déficient à quelqu'un qui va être capable d'interagir et aussi de s'approprier des choses au niveau artistique. Et alors la prestation de Bruno S ici est assez remarquable parce qu'elle est dénuée de tout artifice. Tu sens qu'il met beaucoup de lui. Je ne sais pas quelle a été la direction de Werner Herzog, c'est assez amusant. Ça serait intéressant presque de voir un making-of de ce film. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ressent l'ambiance et l'atmosphère qu'on a pu voir, hein, parce que le film est entre les deux, dans Aguirre ou, ce qu'il fera après, Nosferatu et Fitzcarraldo. Aucune surprise là-dessus. Le rapport à l'errance presque d'un homme ici qui va découvrir des choses, mais dans quelle perspective? La sienne. Donc il ouvre les yeux, il voit, il apprend, mais l'humanité autour de lui, est-ce que c'est celle qu'il aurait pu imaginer? Donc il y a ça, et sa place dans la nature aussi, très important. Le film s'ouvre littéralement là-dessus. On voit un bateau sur l'eau, une femme comme ça, c'est très mystérieux ça. Avec une musique un petit peu solennelle, vaguement opératique, cette photographie satinée que je mentionnais là. Bref, c'est clairement d'emblée du Werner Herzog. Hein. Tu sens qu'il y a une continuité à Aguirre. Mais ici, on n'est pas dans la folie aguiresque. On est dans une autre forme de folie que les hommes imaginent de ce garçon-là, qui en fait n'est pas plus fou que peut-être l'humanité autour de lui d'une certaine manière.
C'est juste qu'il doit... Voilà, c'est un enfant qui sort presque d'une forme de berceau. Il a été cloisonné. Et là, après, il va être aussi, d'une certaine façon, un peu manipulé par les autres. Par ces humains autour qui veulent à tout prix trouver des solutions pour lui, etc., etc. Il y a ce protecteur qui va lui apprendre pas mal de choses. Et déjà, cet homme inconnu qui l'a incarcéré, on ne sait trop pourquoi, qui le libère comme ça, lui met une idée en tête là, d'un cavalier très étrange, tout ça. Voilà, c'est un film qui est dans cette bizarrerie-là et qu'il faut prendre donc sur le plan atmosphérique. Vu mon état de fatigue là, j'ai pas envie de rentrer dans une intellectualisation ou analyse profonde parce que on pourrait en fait y passer des heures dessus. Ce qui est important, c'est le côté sensoriel. Ouais, Werner Herzog, c'est ça. Hein. Bien sûr, la place de l'humain ou la déraison humaine hein, aussi face à des choses qui peuvent dépasser le personnage principal, mais pas de la même manière ici. Mais c'est un peu ça. Hein, si vous faites un parallèle avec Aguirre, c'est quand même des personnalités très différentes, mais qui sont confrontés à une forme d'incompréhension du monde, ou de leur incompréhension du monde, dans un sens ou dans l'autre, pas avec les mêmes excès là. Les excès ici, Kaspar Hauser va plus les subir qu'autre chose qui va les faire subir aux autres. Finalement, lui, c'est vraiment l'innocent absolu. Mais alors là, dans cette mise en place fictionnelle, parce que vraiment, il rend l'histoire de base, on n'est pas dans un biopic, très proche d'une fiction, et en plus, il simplifie l'histoire hein, sur pas mal de points, en choisissant un acteur qui n'a pas l'âge de Kaspar Hauser. Il est passé d'un gamin qui doit avoir 16-17 ans, normalement, dans la vraie histoire, 16, jusqu'à 20 ans et quelques, hein, mais ou plus, du coup, parce que je pense que ça... Enfin, bref, le temps, voilà, il est dilué ici, avec un acteur qui a plus de 40 ans, et ça se voit, enfin, il n'est pas grimé en mode on pourrait tricher, parce que des fois, bon, à l'époque, il n'y avait pas forcément déjà, il n'y avait pas de numérique, puis même, il n'a pas fait cet effort-là, Werner Herzog, volontairement, pour transposer autre chose. Je pense qu'il s'intéresse autant à l'histoire de base, qu'à cet acteur qu'il a engagé, qu'il a voulu pour le rôle, à Bruno S, qui, à mon avis, le fascinait tellement, d'ailleurs, il fera... je crois, à minima un autre film avec lui où clairement il prendra de l'histoire de Bruno pour vraiment créer une fiction autour de lui, mais c'est quasi une forme détournée de documentaire. Parce que de toute façon, le cinéma de Werner Herzog est assez documenté, dans le sens où il s'intéresse vraiment à une forme de réalité, soit par rapport à la nature, mais pas que. Et dans son cinéma, il a toujours cette idée très croisée, avec des inserts de réel. On pense bien sûr par exemple à cette introduction plus tard dans Nosferatu avec une sorte de momie truc là, vraiment, qu'il avait vraiment filmé. Là c'est pareil, on a des moments quasi point de vue où quand il raconte une histoire donc, de Kaspar Hauser, où on voit, le format change un petit peu, enfin le grain de l'image change, un peu flou, un peu archive, où on voit des choses, notamment, donc sans spoiler, mais à un moment vers la fin, cette histoire de nomade berbère guidé par un aveugle, ça en dit long d'ailleurs, hein. Alors finalement, l'aveugle peut être beaucoup plus clairvoyant que certains qui croient tout voir et tout savoir. Bon, cette histoire ultime racontée à la fin, où on voit vraiment, je pense, alors je ne sais pas s'il a chippé des inserts documentaires, d'autres trucs, ou s'il est allé lui-même filmer cette colonne donc berbère hein, qui se déplace dans le désert, Werner Herzog, je ne serais pas étonné que ce soit lui qui est allé capter ces images. Mais j'en sais rien, j'ai pas fait de recherche là-dessus, j'ai presque pas envie de savoir et laisser l'idée d'un fantasme que ce serait peut-être lui vraiment, qui pour le film, ou alors il est allé avant, il a beaucoup voyagé, Werner Herzog de toute façon dans sa carrière, qui va récupérer donc des chutes de rush de quelque chose pour les insérer là. Ça c'est vraiment bien. Et il y a plein de trucs, à un moment aussi, on le voit regarder un peu la nature, à un moment il y a le visage flou, enfin il subit une attaque, avec un truc de montage assez particulier, un film qui est quand même très posé jusqu'à ce moment où il se fait attaquer comme ça. Et après, on a l'impression qu'il lève les yeux, il voit un truc à moitié hagard, on ne sait pas trop. Et puis, comment Werner Herzog arrive à capter la nature, ce côté très organique des choses, le vent voilà, dans les herbes, ça c'est le début. Le côté l'eau aussi, évidemment, l'eau qui symbolise toujours une sorte de passage, voilà, le soleil au fond qui se couche ou se lève, il y a beaucoup de choses là-dessus. C'est un cinéma derrière, moi je vois ce film-là, je me dis, tiens, Maurice Pialat aurait pu faire un film de ce genre-là, mais pas avec la même approche atmosphérique, mais dans cette idée de capter quelque chose, que ce soit de l'humain, un peu en perdition, en errance, il y a une errance là forcément, vu ce qu'il découvre, et cette place dans cette nature, et dans la nature humaine. Il y a quelque chose ici de platonicien, si je peux m'exprimer ainsi, avec cette allégorie de la caverne, Kaspar Hauser en sort, quoi, il découvre des trucs.
et pour des bonnes choses, c'est-à-dire qu'il va quand même à un moment, voilà, il va jouer au piano, c'est vraiment une improvisation piano de l'acteur d'ailleurs. Il y a des moments quasi voilà, captés hors du scénario. Je pense qu'il y a des passages dans le film qui n'ont pas été vraiment écrits. Il a posé ça, il a passé donc ses acteurs, ses personnages, et il a tenté des trucs. Tu sens le film comme ça qui a une forme de spontanéité aussi, tout en ayant un vrai travail de plastique derrière, le fond et la forme se diluant pour nous montrer justement la place de l'homme parmi les hommes. Ou un loup parmi les hommes, l'enfant loup, l'enfant sauvage ou pas, parce que finalement on le voit comment il a été réduit en captivité. Il y a ce début qui est assez sombre hein, quand même. Hein, et ça contraste parfaitement avec cette libération ensuite et sa place ou non, évidemment, parmi cette communauté où il va plus ou moins s'insérer. À un moment, il y a un côté quasi freak show. Et après, il va vivre. Là, c'est après avec ce protecteur qui c'est un peu là. Oui, là, on voit, là, je pense, peut-être un petit clin d'œil au cinéma de Truffaut et l'enfant sauvage, mais Herzog s'en détache très très vite quand même. Et puis, bien sûr, il y a la musique derrière. Hein. Donc, toujours un peu côté opéra. Alors, il y a le canon de Pachelbel à un moment au début. Cette scène vraiment extraordinaire. Hein. De silence. Là d'ailleurs, il y a cette idée de de mélanger les cris et le silence, cette citation qui est au début. D'ailleurs, Herzog, juste avant cela, pour faire l'économie d'un mystère qui n'en est pas un au final, bon, il met quand même tout un texte écrit en expliquant le background de son personnage pour mieux après développer le sensoriel et le côté purement humain, organique des choses. Donc voilà, dès le début, vous comprenez que c'est du Werner Herzog. Hein. Il suffit d'être 5 minutes de film, vous le savez. Puis après, ça déroule. Avec ses lenteurs, avec ses moments posés qu'il faut, qui sont nécessaires. C'est peut-être pas autant abouti que ce qu'il a pu faire, parce que c'est moins dans une forme de folie finalement, hein, que ce qu'il a pu faire avec Aguirre ou Fitzcarraldo, même sur Nosferatu, qui s'imprègne de pas mal de choses, avec des scènes qui sont iconiques. Je parlais de l'introduction, mais je parle aussi avec les rats, là. Extraordinaire ça. Et ben voilà, Werner Herzog, finalement, même sur ce film très peu connu, parce que finalement il est assez méconnu, hein, ce long métrage, réussit à faire quelque chose de très fort, hein, à minima, qu'il faudra revoir un jour. Et j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin dans ce que j'ai pu ressentir donc, et vous dire ici. Parce que je vais vous laisser la place en commentaire aussi, parce que si vous avez réfléchi sur le film, que vous ayez vu ou revu et tout, ce serait intéressant d'échanger derrière, et moi avec peut-être plus de recul, de rebondir sur ce que vous me dites, parce que là je suis vraiment encore dans cette impression. Enfin, le film s'est imprimé en moi en fait, hein, et ça me fait souvent souci avec le cinéma de Werner Herzog. Donc je suis bien content d'essayer d'en faire une impro comme ça, totalement à l'arrache, et en plus ça permet aussi d'apaiser mon côté fatigué du moment, ça fait du bien, voilà. Parler cinéma dans n'importe quelle condition, tant qu'on le peut bien sûr, tant que la voix tient, évidemment. Donc à vous la parole ci-dessous, n'hésitez pas donc à dire ce que vous avez ressenti, c'est le mot, sur ce film, donc l'énigme de Kaspar Hauser. Et sur ce, je m'en vais réécouter un morceau de Genghis Khan, du disco allemand, qui m'avait fait découvrir l'existence de ce personnage. Oh, c'est pas une blague. Voilà, ça c'était pour la petite blague. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao.